Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours de physique. Alors ce cours de physique, c'est le dernier cours sur l'énergie et la puissance, puisque après ça on en aura terminé. Donc tout ce chapitre qui correspond à l'unité 4 du livre a été fait en confinement, alors bravo à vous si vous avez réussi à le faire et à bien le comprendre. Donc ce dernier cours ne va pas être très long. Vous voyez qu'il y a 2 pages principalement. La page de gauche, c'est le cours. La page de droite, c'est des exercices, des exemples d'applications. Et comme d'habitude, j'ai mis quelques mots de vocabulaire à la fin, en espérant que ça vous aidera. Voilà. Alors je vais commencer tout de suite par le début, qui est donc les forces conservatives et dissipatives. Voilà. Donc ici en fait je ne parle que de 2 choses. Le poids et les frottements. Le poids, c'est une force conservative, les frottements sont des forces dissipatives. Alors je commence par le poids. Qu'est-ce que ça veut dire que le poids est une force conservative? Ça veut dire vous savez que le poids est une force résistante lorsqu'on monte un objet. Je prends par exemple cet objet-là sur l'image. Lorsqu'on le monte, le poids résiste à cette montée. Lorsqu'il descend, le poids est moteur. Le poids accompagne votre mouvement si vous descendez un objet. Donc dans un cas, il est résistant, dans l'autre cas, il est moteur. Dans les 2 cas, le travail du poids est proportionnel à la hauteur de laquelle l'objet a été déplacé. Il est aussi proportionnel à la masse et à la gravité, bien sûr, mais si l'objet ne change pas de hauteur, le poids ne travaille pas. Si le déplacement est horizontal, le poids ne travaille pas. Alors, ça veut dire une première chose, c'est que quand on monte un objet, quel que soit le chemin, par exemple ici le chemin 1, 2 ou 3, donnera exactement le même travail du poids. Le poids sera résistant s'il monte, il sera égal à moins m fois g fois h. Ça veut dire une deuxième chose, et c'est ça la définition d'une force conservative, c'est que si on monte un objet, quel que soit le chemin, et qu'on le redescend, quel que soit le chemin, eh bien le travail total sera nul, puisque dans un cas on aura eu moins mgh, et dans l'autre cas, plus mgh. C'est ce que j'ai écrit ici. Une force conservative, eh bien c'est une force dans laquelle si on fait un mouvement, et ensuite le mouvement inverse, le travail total est 0. À l'inverse, une force dissipative, dissipative ça vient de dissiper, ça veut dire perdre de l'énergie, faire perdre de l'énergie, eh bien ce sont les forces de frottement. Elles sont toujours résistantes. Quel que soit le sens dans lequel vous allez, si vous montez et si vous descendez, s'il y a du frottement, la force de frottement sera toujours perdue. Donc l'énergie perdue en faisant un mouvement ne peut pas être récupérée en faisant le mouvement inverse. Si vous montez un objet avec du frottement et que vous le redescendez, le travail total va s'additionner, il ne va pas s'annuler. C'est la définition d'une force dissipative. Voilà, je vais continuer avec le deuxième point qui est la puissance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une puissance ? Eh ben c'est très simple, une puissance c'est tout simplement une énergie divisée par un temps, ok ? Maintenant vous savez ce que c'est qu'une énergie, donc c'est des joules en unité, le temps c'est des secondes, et l'unité de la puissance c'est le watt. On en avait déjà parlé, mais cette fois on va l'utiliser. Alors un peu pour les unités et les grandeurs physiques, ici, 1 watt c'est donc 1 joule divisé par 1 seconde, facile. Maintenant, vous connaissez à connaître tout ça, 1 joule c'était 1 kg fois 1 mètre carré divisé par 1 seconde au carré. Pour avoir 1 watt, il faut diviser encore par 1 seconde, ça fait 1 kg mètre carré divisé par seconde moins 3. Divisé par seconde au cube, faudrait dire, pardon. Vous savez aussi qu'une énergie, l'énergie la plus courante en mécanique, c'est le travail d'une force, ce qu'on a vu avant. Donc, une force qui fournit un travail, la puissance générée par cette force, la puissance fournie par cette force, c'est le travail de la force divisé par le temps en secondes qu'elle met pour faire ce travail. Pour les grandeurs, donc c'est une énergie divisée par un temps, mais vous savez qu'une énergie, c'est une force multipliée par une distance. Donc si on a force multipliée par distance divisée par un temps, vous reconnaissez ici, distance divisée par temps, c'est une vitesse. Puissance, c'est une force multipliée par une vitesse. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise énormément en mécanique. On va pas beaucoup l'utiliser, cette formule, cette année, mais rappelez-vous-en, elle vous servira quand même. Dernière remarque sur ce petit graphique, regardez, si vous tracez la puissance en ordonnée et le temps en abscisse horizontale, la surface sous la courbe, c'est l'énergie. Est-ce que c'est logique ? Bah oui. Puisque vous savez que la puissance c'est l'énergie divisée par le temps, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que l'énergie est égale à la puissance multipliée par le temps. Et bien justement, regardez là, ça fait comme un... c'est pas un cube quoi, mais c'est comme un rectangle. La surface du rectangle c'est le côté gauche, la puissance, multiplié par le côté en bas, le temps.
puissance multipliée par temps égale énergie. Ça, on va s'en servir. Ok, on va continuer avec le rendement. Alors le rendement d'une machine, c'est exactement la même chose que quand on le calcule avec sa puissance que lorsqu'on le calcule avec son travail ou son énergie. Le rendement d'une machine, c'est la puissance fournie divisée par la puissance consommée. Attention à ne pas écrire l'inverse comme j'avais fait au début du cours précédent par erreur. C'est bien la puissance fournie divisée par une puissance consommée. Le rendement est toujours inférieur à 1. On le donne très souvent en pourcentage. Donc un rendement dans la réalité n'est jamais 100%, ce n'est jamais 1, c'est un bon rendement, au-dessus de 80%, c'est déjà un excellent rendement. Voilà, alors c'est fini pour le cours, je vais vous montrer les quelques exercices d'application que j'ai prévus sur ce cours. Alors le premier exercice, l'exercice 1, c'est tout simplement un calcul de puissance. On parle d'un moteur électrique, donc une machine comme une autre, qui dépense 3600 joules en 3 minutes. Alors dépenser, ça veut dire, je crois qu'en turc c'est harcamak, à vérifier. Donc c'est l'énergie qu'il donne, l'énergie qu'il fournit. En 3 minutes, il fournit 3600 joules. Quelle est sa puissance? Eh bien, on sait que la puissance c'est l'énergie divisée par le temps. Donc il donne une puissance, de 3600 joules divisé par 3 fois 60. Pourquoi 3 fois 60? C'est 3 minutes converties en secondes. La réponse fait 20 watts, tout simplement. Exercice 2, alors ici ça ressemble à l'exercice 1, mais on va devoir calculer un rendement. Donc on connaît l'énergie, la puissance consommée par une machine lorsqu'elle fonctionne, c'est 1500 watts, très bien. Elle fournit un travail de 60 kJ par minute. Quel est son rendement? Bon, alors la puissance consommée, 1500 watts, c'est donné. La puissance fournie, on va la calculer, donc c'est 60 kJ, donc j'oublie pas de multiplier par 1000. Pour avoir une puissance, je divise par le temps. Combien de temps? 1 minute. Donc je divise par 60 secondes. Ça se simplifie très bien, c'est fait exprès. Donc la puissance fournie, c'est 1000 watts. On fait le rendement, on divise puissance fournie par puissance consommée, 2 sur 3, ce qui fait à peu près 66,7%. Voilà, donc là pour l'instant, ce sont deux calculs faciles. On va passer au troisième exercice qui parle des forces conservatives ou des forces dissipatives. Alors c'est une masse de 10 kg que l'on pousse sur ce chemin, elle part du point A et elle va aller jusqu'au point C. Elle est au début à une altitude de 200 mètres, elle va monter à une altitude de 1000 mètres et redescendre à une altitude de 0 mètres. Pendant tout ce trajet, elle possède une force de frottement qui est de 5 newtons et bien sûr la gravité qui vaut 10 mètres par seconde au carré. Alors quel est le travail du poids de l'objet entre les points A et les points C? Ça c'est la première question. Alors je vous ai fait une correction assez longue, vous voyez là, parce que je vous l'ai faite en deux temps. Premier temps, je vais calculer le travail de l'objet, le travail du poids de l'objet entre les points A et les points B. Alors entre A et B, on sait que le travail du poids est résistant puisque le poids est vers le bas et le déplacement se fait plutôt vers le haut, l'altitude monte. Ok, donc on y va, le travail du poids ça va être moins mg hauteur de B moins hauteur de A, ce qui vous fait moins 800 000 joules, c'est négatif. Et entre B et C, le travail est moteur, puisque le poids est vers le bas, le déplacement est vers le bas, donc on va dire que la hauteur diminue, même si c'est pas exactement vers le bas, ce qui change c'est le changement de hauteur. Dans ce cas-là, le travail est positif, et ce sera mg hb moins hc, sans le moins à la fin. Il faut bien s'arranger pour que ce soit positif, hein. Ça fait 1 million de joules. Donc le travail du poids entre A et C, bah, c'est la différence des deux. Pardon. Donc c'est 1 million moins 800 000, c'est ça, donc ça doit faire 200 000 joules. Maintenant, deuxième technique. Vous allez avoir compris ça. Si vous avez compris ce que j'ai dit au début sur les forces conservatrices, les forces conservatives et les forces dissipatives, eh bien, vous remarquez que ce résultat à la fin, c'est comme si on n'a pas besoin en fait de prendre le chemin entre A et C en passant par B. En fait, ce qui nous intéresse, vous savez que le poids est une force conservative, donc lorsque l'objet monte et puis redescend, tout ce travail entre les deux ici va s'annuler. Donc on va regarder le travail directement comme si la masse descendait du point A jusqu'au point C. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça nous ferait? Le travail serait positif, hein, et on descend.
masse fois gravité multiplié par la différence des hauteurs HA, HC, ce qui nous fait directement le même résultat que tout à l'heure. Donc, le poids est une force conservative. Lorsque l'objet monte et redescend du point B, son travail s'annule. On a juste à calculer le travail du poids entre A, la hauteur A et la hauteur C, et ça marche très bien. Donc utilisez ça dans les exercices que vous avez à faire cette semaine. Et enfin, la dernière question, c'est quel est le travail du frottement sur l'objet entre les points A et C? Alors, le travail du frottement, il est toujours négatif, et c'est tout simplement égal à la force de frottement multiplié par le trajet, toute la distance entre A et C, qui fait 2000 mètres. Donc voilà, on calcule moins 5 multiplié par 2000, ce qui fait moins 10 000 joules. Le frottement est une force dissipative, ça c'est la leçon de fin. Lorsque l'objet monte et redescend du point B, le travail ne s'annule pas, il ne fait que s'additionner. Donc on est obligé de prendre tout le chemin entre A et C en passant par le point B. Voilà, j'espère que ces exercices et ces corrections d'exercices vous auront aidé. J'espère que vous réussirez à faire vos exercices. Et voilà, moi je reste à votre disposition. On se voit bientôt en visioconférence et dans d'autres nouvelles vidéos. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.